Aujourd'hui, je vous présente une femme vraie, une femme qui a traversé la vie avec des combats invisibles, des blessures, des remises en question, mais aussi une force intérieure hors du commun. Pour ce tout premier épisode, je suis avec Véronique de Shawinigan qui a la gentillesse de nous recevoir chez elle. Une femme au parcours profondément humain, touchant et inspirant. Diagnostiquée TSA et TDAH, elle a longtemps dû avancer dans un monde qui ne comprenait pas toujours sa différence. Derrière le masque, derrière l'adaptation constante, il y avait une femme qui essayait simplement de trouver sa place. Tout en portant un vécu lourd, mais rempli de résilience, aujourd'hui, elle accepte avec courage d'ouvrir la porte de sa réalité. Les défis quotidiens, les regards des autres, le sentiment d'être différente, mais aussi la force, l'intelligence émotionnelle. Donc, cette entrevue, ce n'est pas juste une discussion, c'est une rencontre humaine, une conversation sans jugement, sans filtre, pour comprendre ce qui se cache réellement au-delà du masque. On a appris à sourire pour cacher nos hivers, à dire que tout va bien, même quand tout se perd, à marcher doucement pour éviter le bruit, pendant qu'au fond de nous, ça crie la nuit. On s'est souvent senti différents sans comprendre, comme si le monde autour parlait une autre langue, à chercher notre place sans jamais la trouver, en portant un masque pour mieux se camoufler. Au-delà des masques, y a des cas qu'on oublie, des étoiles fragiles qui veulent une place dans la vie. Au-delà des masques, y a des cœurs authentiques, des regards sensibles et des vies atypiques. Derrière chaque masque on torte en silence, y a du monde rempli d'intelligence, des façons d'aimer, de voir et de ressentir qui méritent enfin le droit de fleurir. Des chemins différents mais tout aussi vrais, qui n'attendent qu'un regard pour enfin respirer. Des voix qu'on n'a pas souvent entendues, qui veulent simplement être reconnues. Au-delà des masques, y a des gens qu'on n'entend pas, des milliers de battements qui te manquent juste une voix. Au-delà des masques, on apprendra peut-être enfin que la différence parfois, c'est juste une autre façon d'être humain. Hey, merci Véro pour ta confiance, ton authenticité, puis ton immense courage, parce qu'en plus, tu es la première à casser la glace. Donc, on va avoir du plaisir, on va s'amuser. Je suis bien contente, merci. J'aimerais savoir tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance puis ton adolescence, ce que tu as envie de nous dire, ce que tu as envie de nous partager? Tout à fait, tout à fait. Ben, il faut noter que j'ai un historique familial quand même assez privilégié. Je viens d'une famille qui était de haute là, classe moyenne dans les années 80. Mon père est ingénieur, ma mère était mère à la maison. Moi, je suis arrivée par la suite, la petite sœur, et puis on était gâtés. Les trois, on a eu une enfance, j'ai des excellents souvenirs, là. On allait faire du camping à chaque année, des voyages de ski l'hiver. On était des enfants très sportifs. Mon père était notre coach de soccer, au hockey pour mes frères. Puis c'est ça, de l'extérieur, c'était idyllique. Ouais. On avait une famille qui paraissait bien, mais les traumas générationnels qui n'ont pas été adressés par mes parents se sont reproduits malgré eux. Mes parents, ce qu'ils me disent toujours, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment tout fait pour nous donner tout ce qu'on avait besoin pour réussir dans la vie. C'est vrai. Techniquement, c'est vraiment vrai que c'est ça qu'ils ont fait. Dans les années 80, je pense que tu vas comprendre toi aussi, là, on était une société où j'ai grandi, privilégiée, blanche, hétéronormative, puis patriarcale. Fait que c'était les hommes qui avaient le dernier mot, c'était les hommes qui avaient le pouvoir. Puis veux pas socialiser comme petite fille. J'avais un rôle à jouer, il y avait des attentes à rencontrer comme fille. Assis-toi pas, manspreader, sois poli, sois belle et tais-toi, toujours gentille, toujours poli, toujours sage, des
les attentes étaient différentes envers les gars et les filles. Ouais. Puis, avec la différence d'âge, ben, mes frères, je peux pas les blâmer, là, c'était des enfants. Mais j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Ils se moquaient beaucoup de moi. Okay. Puis leurs amis aussi, là, se moquaient vraiment de moi. Okay. Hypersensibilité à tout ça. Puis j'étais très, très réactive quand je me faisais intimider. Fait que je pleurais plus que les autres. Je devenais fâchée, violente. Je lançais des objets, je frappais. Puis j'étais punie, dans le fond, pour ça. Parce que ben, c'était inacceptable de se comporter comme ça. Fait que mes traits neurodivergents, quand ils se manifestaient, c'était supprimé ou puni. Fait que, exemple, moi, j'ai toujours eu un comportement de grattage compulsif. Okay. Fait que j'ai des cicatrices, là, comme ici, là, partout sur le corps. Okay. J'ai toujours fait ça depuis l'enfance. Okay. Je me faisais niaiser pour ça. J'étais vraiment poisson. Fait que tu peux me niaiser, là, puis je vais croire à tout ce que tu me dis. Symptômes de neurodivergence, je me suis sauvée de la maison quand j'avais 2 ans pour suivre un chat. Puis il a fallu qu'il me cherche. J'étais partie genre à 5-6 coins de rue de chez nous. Ah ouais. Puis il a fallu qu'il court après moi pour venir me chercher. Puis à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à triper sur Black Beauty parce que j'avais vu le film. Puis là, j'ai commencé à adorer les chevaux. Autre symptôme neurodivergent, parenthèse, le film Dumbo. Ouais. Je pense que je dois l'avoir vu au moins 500 fois, OK? Toi, tellement, là, Dirty Dancing. Dirty Dancing? Ça, moi, c'était mon réveil lesbien, ça. OK. En tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était ça chez nous. Puis la musique aussi, ça a commencé très jeune. Mes parents m'ont exposé à la musique vraiment jeune. Fait que mon tourne-disque, à écouter de la musique classique, à écouter toutes sortes de musique. Ils m'ont fait jouer du violon pendant 4 ans. C'était pas mon choix premier, mais c'est ça. Comme je te dis, ils m'ont encadré pour que je performe dans tout. Que j'aille toutes les choses nécessaires pour performer académiquement, socialement, puis côté créatif, pour que je sois une personne, tu sais, bien accomplie. C'était ça le but. L'affaire, c'est que ça vient avec des attentes aussi. Parce que dans ce temps-là, là, les enfants qui avaient des besoins spéciaux, c'était plus les enfants qui avaient plus de besoins de soutien, qui étaient vraiment considérés comme des enfants à besoins spéciaux. Tandis que des personnes qui TSA, tandis qu'il y a des personnes TSA plus niveau 1, TDAH, mais au primaire, j'arrivais à m'adapter académiquement. J'avais des très, très bonnes notes, à part en maths, parce que je fais de la dyscalculie. Mais c'est ça. On n'était pas considérés comme des personnes qui avaient des handicaps. Puis surtout les filles, c'était plus qu'on était disruptive, qu'on était tannante, qu'on était gossante. Mon identité comme enfant, c'était que j'étais la petite sœur gossante, gâtée. Puis, tu sais, avec mon père, mes frères, c'était beaucoup « Arrête de chialer, tu sais, arrête, t'es fatigante. » Puis aussi, j'avais vraiment des troubles à aller me coucher le soir. Je détestais aller dormir. C'est ça. Comme je dis, là, pas mal, là, l'enfance, c'est que je performais très bien à l'école. Puis, mon TDAH s'est manifesté dans le sport. J'étais dans toutes les équipes sportives. La seule équipe sportive dont j'ai pas fait partie, c'était les courses de longue distance. Fait que handball, basketball, soccer, tous les sports. Badminton, j'étais très bonne en badminton aussi. Puis je performais, j'étais dans les top 5 là, de l'école. Puis j'étais... Bon. Et puis, tout a changé quand j'ai commencé à monter à cheval. Les chevaux, Véronique, puis les chevaux, c'est tout un phénomène. Ça a toujours été mon animal préféré. Je peux pas, j'ai pas vraiment des bons mots pour décrire à quel point c'est un animal qui me correspond. Je me suis souvent fait dire que j'étais un petit peu comme une jument sauvage. Que je me sauve, que mon mécanisme de défense, c'est la fuite. Et ruer et la fuite, les deux. Mais j'ai commencé à monter à cheval quand j'avais 8 ans. Fait qu'en commençant au début, j'ai commencé à monter à cheval dans une écurie qui n'était pas de très bonne qualité. Alors, j'ai appris à monter sur des anciens chevaux de course. J'ai eu ma première commotion cérébrale à 12 ans. J'étais obsédée par les chevaux. Je voulais juste ça dans la vie. Puis, j'étais vulnérable aussi socialement. Fait que je me suis liée d'amitié avec des personnes qui voulaient pas mon bien. En étant TSA, comme je te disais tantôt, j'étais poisson. Puis, je prêtais des bonnes intentions. Je pensais que tout le monde avait des bonnes intentions comme moi dans ce temps-là, moi.
Puis, je me suis liée d'amitié avec plein de personnes, mais une en particulier qui était une personne super populaire. Puis en masquant, puis en essayant d'être comme elle, ça m'a tiré sur un chemin qui n'était pas supposé du tout. En finissant mon primaire, j'ai pas été à la même école secondaire que mes frères. J'étais supposée d'aller à la même école, mais moi, je voulais être en français, puis je voulais être avec cette personne-là à la même école. Alors, j'ai été inscrite au Collège Charlemagne, au collège privé à Longueuil. En commençant mon secondaire, je suis arrivée, je connaissais personne. J'avais 0 ami. J'étais une des plus rejets de l'école. Se faire intimider, se faire insulter sur mon apparence, sur ma grosseur, sur le sac que je porte, sur j'ai attaché trop de boutons sur mon polo. C'était incessant. Ça arrêtait tout le temps. Puis l'affaire, c'est que quand j'arrivais chez nous, ben c'était mon père puis mes frères. Fait que, puis quand je me plaignais, ben c'était t'es trop dramatique. Bah, c'est toi qui exagères. Ben qu'est-ce que t'as fait pour? Fait que, mais c'était vraiment la différence entre des hommes puis des femmes. Que ma mère, c'était mon safe space. Mais les premiers hommes qu'il y a eu dans ma vie, je me suis pas sentie safe avec eux. Fait que ça, puis l'hétéronormativité a fait que j'ai étouffé le fait que je suis aux femmes, que je suis queer. Be queer pan, je ne sais pas trop, mais en tout cas, moi, je dis queer. Puis que toute ma vie, j'ai été avec des hommes qui étaient émotionnellement indisponibles puis qui étaient des intimidateurs, carrément. Alors voilà, mon adolescence, ben ça a été ponctué de consommation de substances. J'ai été influencée là, par des personnes qui n'avaient pas mon bien, qui ne voulaient pas mon bien, comme si on peut dire. Puis j'ai commencé à consommer là, à 14 ans. Mais en même temps, j'avais comme une double vie parce qu'à l'école, ben, j'étais dans l'équipe de badminton de l'école. Puis j'étais aussi sur une équipe de compétition d'équitation. Fait que c'était un peu ma tentative à moi de performer puis de plaire. À mes parents principalement, là, mais aussi aux personnes autour de moi. Puis dans les écuries aussi, j'ai vécu beaucoup d'intimidation parce que c'est un milieu de filles qui est très, très, très compétitif. Fait que c'est ça. Ça a été rough, mais j'ai aussi eu des super bons moments. Mes parents m'ont emmené en Espagne quand j'avais 16 ans. Super beau voyage. J'étais allée à l'Identicosti en voyage aussi. C'était super beau. Mais c'est ça. Il y a eu des agressions sexuelles qu'aujourd'hui, on ne considérerait pas ça comme une agression. Qu'on considérerait comme une agression. Bref. Que dans ce temps-là, que dans ce temps-là, ça passait comme dans du beurre, mais qu'aujourd'hui, tu sais que c'était du contrôle coercitif puis une agression sexuelle. Fait que c'était vraiment banalisé. Tu sais, tout était banalisé. Fait que tu n'avais comme pas le droit de dire quand il y avait des choses qui se passaient parce que c'était pas pris au sérieux. T'es menteuse, t'exagères, tu l'as cherché. C'est sûr que ma vie adulte a été extrêmement mouvementée. J'ai jamais gardé une job plus que 6 mois. Depuis 2005, je fais des thérapies on and off. Ça a été des cycles, moi. J'ai déménagé au moins à chaque année jusqu'en 2019. Il y a des années que j'ai déménagé 2, 3 puis 4 fois. Des relations de violence conjugale vraiment, vraiment sévères. Avec ma famille aussi, j'ai commis des actes pour me revenger à mon père. Je les ai volés. J'ai scrappé son char. Ma famille a porté plainte contre moi. Fait que dans la cour, d'un côté, il y avait mes tantes, ma grand-mère. D'un côté, il y avait ma mère puis moi. Fait que on a traversé des grosses épreuves de trahison. Je les ai trahis. Je les ai vraiment profondément blessés. Puis je leur ai fait honte aussi. C'était vraiment la réaction qu'ils ont eue. Puis c'est ça. Je pense que le système de justice, la façon qui est faite, de nous punir puis de nous envoyer en prison pour des délits comme ça, des vols, des méfaits, c'est pas réhabilitant. C'est retraumatisant. 2022, j'ai commencé à être suivie par le système de justice par un programme qui s'appelle le Page SM. Viens, mon chien! Le Page SM, si ça avait existé en 2007, je pense pas que je me serais rendue aussi bas que je me suis rendue. Ça s'appelle Programme d'accompagnement justice santé mentale. J'ai enfin eu mon diagnostic. Alors, j'ai été suivie pendant 2 ans.
par un infirmier clinicien et par un travailleur social. Ce programme-là, ça l'a tout changé complètement, parce que j'étais enfin prise au sérieux pour des réactions à des traumas entièrement valides qui n'ont jamais été traités comme il faut. Parce que j'ai été, là, excuse, je reviens, là, mais j'ai été diagnostiquée TPL en 2013. Qui est le cas de beaucoup de femmes. C'était une étiquette, exactement. Une étiquette qui est donnée à beaucoup de femmes qui ont de la misère à réguler leur système nerveux. Aussi, d'avoir été diagnostiquée si tard, à 42 ans, mon système nerveux, là, il est endommagé à vie. Il est endommagé à vie. Je suis encore agoraphobe. J'ai de la misère à sortir dans des foules, aller dans des autos avec des inconnus, aller à l'épicerie quand il y a trop de monde. Costco, oublie-moi. Je rentre pas là. Je fais encore des crises de panique presque quotidiennement. Des meltdowns, là, si on veut. Je me suis vraiment isolée, je suis rendue vraiment une ermite. Est-ce que tu as réussi à avoir des trucs pour contrôler tout ça? Y a-tu un aide quelconque que tu es capable d'aller chercher pour... Ben, je suis très, 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 très chanceuse d'avoir pu avoir un diagnostic, mais aussi j'ai le privilège d'avoir un médecin de famille qui comprend, qui est elle-même TDAH. C'est alors là, depuis que j'ai réussi à contrôler la consommation, là, qui est tellement réduite que mes médicaments fonctionnent enfin comme il faut, là, puis elle m'a mis sur du Strattera, qui n'est pas un stimulant, parce que ma drogue de choix, c'était la cocaïne. Alors, je peux pas aller dans les stimulants, là, vraiment. Fait que je trouve que ça m'aide vraiment beaucoup. Là, ça a pris des années avant d'avoir la bonne combinaison de médicaments. Mais ce qui a aidé aussi beaucoup, c'est le soutien là, de mes parents. Notre système est brisé, puis les femmes de ma génération, on est beaucoup là qui ont comme pris le bord, qui ont comme pas réussi à rester fonctionnel longtemps, dans la vie. Fait que je pense que vraiment à 45 ans, je suis en burn-out de ma vie au complet. Que là, je peux enfin me déposer. Je suis dans une petite maison propre, sécuritaire, dans un beau quartier. Je suis bien entourée. Ma relation avec mes parents est réparée. Puis ça va bien relativement. Mais je serai jamais normale. Non, c'est ça. Puis on dirait qu'en vieillissant, je sais pas toi, mais moi je trouve qu'en vieillissant, notre cerveau est beaucoup plus fatigué vite. On tombe beaucoup plus mentalement épuisé. Les émotions sont plus fortes. On dirait que tout nous affecte plus. Hein? Je me suis rendu compte qu'il y a des choses, des irritants, qui sont beaucoup plus irritants maintenant. Puis c'est une autre des raisons pourquoi aussi que je me suis aussi isolée autant que ça. C'est que des fois, j'ai des réactions que je suis pas très fière, tu sais. Des affaires qui me tapent ses nerfs, puis j'aime pas ça comment je réagis. Fait que je veux pas faire subir ça à personne, tu sais. Surtout, j'imagine, le sentiment d'injustice, ça doit tellement, chercher. Tellement, depuis l'enfance. C'est clair que tu n'aurais pas choisi. J'aurais pas eu la même vision non plus de moi-même. C'est surtout parce que moi, je me suis toujours trouvée défectueuse. Que j'étais pas acceptable, que j'étais pas aimable, que j'étais pas comme les autres. On voit pas ce qui t'a emmené à ça, ce qu'on voit. C'est mon privilège. Ce que la société voit, c'est le résultat. C'est ça. Mais tout là en arrière, toute la neurodiversité qui a jamais été vue. C'est ça. Parce que c'est pas une excuse, mais c'est une crise de bonne explication, par exemple. Absolument, absolument. On se rend pas compte de toutes les conséquences de ça, mais sont énormes, tu sais, quand on se sent pas, puis qu'on comprend pas pourquoi, comment ça se fait qu'on n'est pas comme tout le monde, puis on veut être comme tout le monde, fait que ça nous emmène à faire plein de choses. C'est différent pour chaque personne, mais effectivement, tu sais, les conséquences, des fois, peuvent être graves, puis malheureusement. Fait que j'ai comme été une autre personne qui n'était pas Véro pendant presque toute ma vie adulte. Absolument. Fait que à 45 ans, je me retrouve, puis je revis, mais il y a de la lourdeur qui s'en ira pas, là. Puis je suis fatiguée, je suis épuisée, tu sais, j'ai plus d'énergie pour tellement d'affaires, là, que je m'en calisse, là, OK?
Fait que, puis je démasque encore aussi. Fait que tu peux pas dire à une personne qui est handicapée par ses traumas puis par sa neurodivergence, oh, c'est pas si pire que ça. Tout le monde est un petit peu autiste. Ça va toujours me garder un peu brisée en dedans. Je serai jamais capable de m'en remettre de ça. Donc, Véro, si ça te dérange pas, on va passer à une petite séance de questions. Je vais lire parce que j'ai zéro mémoire. Bon. Donc, première question. Quand tu regardes la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu crois que tu aurais besoin d'entendre? Ça, j'y ai déjà pensé, puis j'y dirais que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Okay. Sérieusement, c'est vraiment pas de sa faute. C'est pas de sa faute si ses parents chicanent. C'est pas de sa faute que ses frères veulent pas jouer avec elle. C'est pas de sa faute si les amis dans la rue veulent pas jouer avec elle parce qu'elle est trop intense. C'est pas de sa faute si, quand elle fait des compétitions d'équitation, elle se souvient pas de son parcours. C'est pas de sa faute, c'est pas parce qu'elle est défectueuse, c'est parce que c'est une mauvaise personne. C'est pas de sa faute. C'est ça, je dirais. D'accord. En grandissant dans une famille où ce que tout semblait parfait à l'extérieur, est-ce que tu sentais pourtant, tu te sentais-tu seul à l'intérieur? Dans certains sens, non, mais dans d'autres sens, oui. Non, parce que j'étais vraiment très, très bien encadrée par ma famille. Fait que, tu sais, j'avais des parents qui étaient protecteurs, qui étaient responsables, qui se souciaient de moi. Mais à l'intérieur, oui, je me sentais seule parce que je savais que j'étais différente. Ouais. Je savais que j'étais différente des autres, puis je pensais que j'étais le problème. Fait que oui, c'est ça, vraiment, je pense que je me sentais plus seule que d'autres choses. Là. Okay. Est-ce que tu avais l'impression de devoir jouer un rôle pour être accepté? À tous les jours, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essayais de me conformer aux attentes, dans le fond, des adultes. Puis j'essayais aussi de tout faire pour plaire aux adultes, puis à mes grands frères aussi. Parce que je voulais vraiment avoir une relation avec eux. Fait que, ouais. Avant de comprendre ta neurodivergence, comment est-ce que tu expliques les réactions, les émotions, ton impulsivité? Ben, moi, ce qu'on m'a appris puis ce qu'on m'a endoctriné à penser, c'est que j'avais un problème de colère, puis que j'avais un problème de violence, puis que mon problème de consommation, c'était un défaut de caractère, que c'était pas une adaptation à des situations inacceptables, que c'était une excuse, une béquille, un défaut. C'est ça, que ça fait de moi moins que rien, là, finalement. D'avoir posé les actes, mais aussi consommé ce que j'ai consommé. Okay. Est-ce que certaines personnes ont confondu ta souffrance avec de la mauvaise volonté? Oui, ben, surtout le système de justice, puis la façon que le système de réhabilitation est fait. Vu que aussi j'étais dans le masquage, je me suis jamais fait prendre au sérieux avec raison parce que ça paraissait que c'était pas authentique puis que c'était performatif. Mais en même temps, après le diagnostic, ça explique absolument tout ce qui est arrivé dans ma vie adulte. Vraiment. Puis enfant aussi, là, ça explique tout. Vraiment. Ouais. Quand tu es tombé dans la consommation, justement, est-ce que ça venait apaiser ou faire taire quelque chose en toi? Oui, ben en fait, ça dépend des substances, là. Le cannabis que j'ai commencé en premier, c'est quelque chose qui calmait beaucoup mon cerveau. Okay. Ça calmait l'hyperactivité de mes pensées, d'être constamment, tu sais, d'avoir une toune qui joue en même temps que tu réfléchis à d'autres choses, en même temps que tu penses que tu as du lavage à finir, en même temps que, tu sais, puis aussi le stress de l'école, que je performais pas à la hauteur, que je voulais faire du cheval, puis c'était donc bien injuste que moi, j'avais pas le droit, puis qu'il y avait d'autres filles qui avaient le droit, puis qui avaient des chevaux, des écuries, des sortes d'affaires, puis moi, je comprenais pas pourquoi que moi, j'avais pas ça. Fait que c'est venu geler le sentiment d'injustice, vraiment. Puis fuir aussi ce sentiment-là, là, constant, que la vie est injuste, là, finalement, puis que
que je mérite pas des belles choses, là, tu sais, finalement. C'est un peu ça, là. Puis pendant cette période un petit peu plus sombre, t'avais-tu l'impression qu'on voyait la détresse derrière les gestes? Mes parents, oui. Oui, mais ça n'excusait pas les actes, par exemple. Tu sais, c'est dur de regarder la notion de culpabilité puis de responsabilité de ses actes quand on a des réactions à des choses qui sont inacceptables puis qui sont pas proprement gérées. Puis ça a été ça qui a été difficile, que les gens percevaient pas que je prenais responsabilité. Ils percevaient que c'est pas de ma faute, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça que j'ai fait ça, c'est pour ça, puis que je me victimisais, puis que j'avais une attitude négative tout le temps. J'ai perdu le fil de mon idée, je m'excuse, on peut Non, pas de problème, pas de problème. En fait, je pense que ce que tu essayais d'expliquer, c'est un petit peu le fait que tu te sentais responsable de tes actes, mais tu essayais d'expliquer qu'il y avait autre chose en arrière de ça aussi. Oui, un contexte qui vient en arrière. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Les erreurs qu'on a commises ou le regard que les autres ont sur toi après? Le regard que les autres ont sur moi après. Comment tu as vécu le rejet de ta famille? Moi, dans mon cas, devenant d'une famille comme ça, de bourgeois, de Saint-Lambert, riche, fonctionnel, performant, quand tu commets un acte, les actes comme que j'ai commis, que j'ai trahi, j'ai volé ma propre famille, tu te ramasses tout seul. Tu te ramasses complètement tout seul. Zéro. Fait que ma mère, elle a jamais perdu espoir, même si, tu sais, elle a été obligée de faire un peu le deuil de la fille qu'elle aurait voulu avoir. Est-ce qu'il y a une phrase ou un jugement qu'on t'a dit puis qui t'a profondément marqué par rapport à ta neurodivergence, dans le fond? Par rapport à ma neurodivergence, ben, j'ai pas une phrase en tête, mais ce qui me marque, je pense, le plus, c'est que c'est pas une excuse. Que c'est pas une excuse pour être dans une consommation exagérée, abusive. C'est pas une excuse pour quitter notre job après 6 mois parce qu'on est en burn-out. C'est pas une excuse. C'est une crise de bonne explication, par exemple. Tu sais? Absolument. Quand tu as découvert que tu étais TSA, TDAH, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton diagnostic? Je me suis sentie justifiée. Je me suis sentie validée. Ouais. Mais aussi, ça m'a brisée. Parce que tu te rends compte à quel point que ma vie adulte au complet a été pas scrap, mais elle a été extrêmement difficile. Puis là, j'ai 45 ans, le corps suit plus, le système nerveux ne suit plus. Je suis mal à l'aise quand je suis avec plus que 4 personnes. Fait que c'est un gros deuil, je pense. C'était une validation, mais plus un deuil, le deuil de la vie que j'aurais pu avoir. Okay. Tu sais? Okay. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce diagnostic-là, comme émotion? Là? Tu vivais quoi là, quand la personne t'a annoncé ça? J'imagine que tu as dû vivre... Premièrement, quand j'ai fait mon évaluation, c'était par Zoom, parce qu'il y avait juste ça là, de disponible. Puis c'est vraiment parce que j'ai réussi à convaincre là, mes parents que j'avais besoin de cette évaluation-là. Puis, parce qu'ils ne te croyaient pas, je pense, au début, tes parents. Ben, c'est que je pense que ma mère, plus, parce que ma mère, elle a été technicienne spécialisée, c'est surprenant quand même, mais elle a été technicienne spécialisée, mais durant les années 90 au primaire. Alors, c'était pas le même rôle là, qu'aujourd'hui, les techniciennes spécialisées. Puis elle n'a pas fait de formation là, de technicienne spécialisée à l'école, elle a fait des formations continues.
Mais je pense qu'elle, elle me croyait plus là, que mon père. Okay. Je pense que mon père, il prenait ça comme une excuse, que je me cherchais des raisons pour excuser mes comportements. OK. Mais il me croit là. Tu penses-tu que ton parcours il aurait été différent si quelqu'un avait vu tes signes plus tôt? Absolument, oui. Ouais. Parce que d'être puni pour des traits neurodivergents, c'est extrêmement traumatisant pour un enfant de se faire punir pour des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Fait que oui, toute ma vie au complet aurait été totalement différente. Absolument. Je suis convaincue. Puis entendre, on comprend maintenant. Tu sais, quand les gens t'ont dit ça, regarde, on comprend maintenant. Ça fait quoi? Ça me fait rien. Cool pour toi, là. Mettons pas toi, mais la personne, c'est le fun pour toi. Toi, tu comprends mieux, cool. Mais moi, j'ai toujours su qu'il y avait de quoi, là. Mais en même temps, tu penses-tu que, mettons, que un de tes frères aurait été neurodivergent, penses-tu que tes parents l'auraient plus vu que toi en étant une femme? Peut-être pas. Ou la société en général? Peut-être pas. Je le sais pas. Je le sais pas parce que dans ce temps-là, on parlait pas de ça. Il y en avait pas. On même à mon école primaire, même au secondaire, on n'avait pas ça des TDAH. Puis les personnes autistes, c'était niveau 2, niveau 3, avec plus de besoins de soutien. Tu sais, ceux qui réussissaient à masquer comme moi, ben on passait juste pour des tannants. Aujourd'hui, qui es-tu derrière tous les masques et toutes les blessures? C'est qui, Véronique? Une capotée d'animaux puis de chevaux surtout. Okay. Une capotée de musique. J'étais intense. J'ai le cœur gros comme l'univers. Mais en même temps, j'ai un mur de briques large comme le boulevard des Hêtres, là, que je me protège avec. Ouais. Fait que je te dirais que je me suis vraiment plus isolée. Okay. Mais je suis une grande sensible puis une amoureuse des animaux. Okay. Vraiment. Je m'entends mieux avec les animaux que les humains. Okay. Le masking pour toi, est-ce que tu t'aperçois quand t'en fais? Mm-hmm. Est-ce que tu arrives à savoir, dire, je suis encore en période de masking, est-ce que c'est quelque chose que tu veux éliminer le plus de ta vie possible? Oui, oui. Hein? Mais c'est parce que socialement, si je démasque complètement, ça va être difficile. Okay. C'est difficile parce que les gens me trouvent fatigante. Okay. Tu sais, je suis intense, là, tu sais, puis j'ai j'ai un style d'attachement anxieux avec des personnes, mes favorite persons, mes personnes préférées. Puis des fois, ça déclenche un peu un attachement évitant chez les autres. Okay. Fait qu'il y a ça qui est à travailler. Mais en même temps, pour démasquer, il faut que je sois moi-même aussi, là. Mais là, je me sens plus libre de pouvoir démasquer, justement. Tu sais, comme même quand j'étais en présence de mes parents, j'ai commencé à me laisser stimuler. OK. Puis, tu sais, taper du pied, puis pas me retenir, tu sais, pas... puis d'en parler quand je veux ma salade dans le bol et non dans l'assiette avec la bouffe chaude, tu sais. Puis de le dire, puis de m'affirmer, puis de pas avoir honte. Puis, tu sais, vu que j'ai pas beaucoup d'amitié, mes parents sont quand même pas mal mon réseau social. Fait que on en parle beaucoup. Moi, j'en parle beaucoup. Puis j'ai arrêté de me censurer aussi, là. Peut-être que c'est peut-être moins le fun pour eux autres des fois, mais c'est ça. C'est comme ça. Non, c'est ça. Moi, ce que j'ai appris, c'est comment agir comme une neurotypique. Mais de réapprendre à m'accommoder, ça va prendre des années, là. Ouais. Merci, Véronique, pour ton courage et ton authenticité. Puis, ben, merci d'être là à vous, de tout cœur, de prendre le temps. Puis, surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé ça puis que vous voulez voir toutes les autres, ben, abonnez-vous. J'espère que cette discussion avec Véronique vous a permis de mieux comprendre une réalité encore trop souvent méconnue, mais surtout l'humain derrière les diagnostics. Parce qu'au-delà du TSA, du TDAH, il y a des difficultés, des différences. Il y a des personnes incroyablement fortes, sensibles, créatives et résilientes. Si cette entrevue vous a touché, n'hésitez pas à la partager, commentez, faites circuler le message
Plus on ose en parler des réalités neurodivergentes, plus on ouvre la porte à la compréhension, à l'acceptation et à la bienveillance. On a appris à sourire pour cacher nos hivers, à dire que tout va bien, même quand tout se perd, à marcher doucement pour éviter le bruit, pendant qu'au fond de nous, ça crie la nuit. On s'est souvent senti différents sans comprendre, comme si le monde autour parlait une autre langue, à chercher notre place sans jamais la trouver, en portant un masque pour mieux se camoufler. Au-delà des masques, y a des cas qu'on oublie, des étoiles fragiles qui veulent une place dans la vie. Au-delà des masques, y a des cœurs authentiques, des regards sensibles et des vies atypiques. Derrière chaque masque on torte en silence, y a du monde rempli d'intelligence, des façons d'aimer, de voir et de ressentir qui méritent enfin le droit de fleurir. Des chemins différents mais tout aussi vrais, qui n'attendent qu'un regard pour enfin respirer. Des voix qu'on n'a pas souvent entendues, qui veulent simplement être reconnues. Au-delà des masques, y a des gens qu'on n'entend pas,